Konnichiwa. Oui, j'ai une prononciation de merde. J'ai appris avec Gibert, mon pote Gibert. Si. Là. Konnichiwa. Et salut les boiseux. Donc aujourd'hui, on cause si japonaise, si européenne ou occidentale, on dit comme on veut. J'ai noté aussi, comme ça nous fera notre petit moment culture, que Konnichiwa, ça n'est valable que le soir, parce que le matin, il faut dire à la station, il faut dire Ohayo gozaimasu. Ohayo quoi? Ils disent Ohayo, 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 ou oui, je parle pas japonais, ça se voit là, hein. Voilà, bref, vous avez qu'à regarder la vidéo le soir. Alors, juste avant d'attaquer sur cette vidéo-là, alors, j'ai déjà fait une vidéo assez longue sur les scies, etc. Bon, bref. Et j'ai eu pas mal de commentaires, parce que moi, c'est vrai que dans les réalisations, je vais utiliser à la fois des scies japonaises et des scies, on va dire, européennes. Et chacune a ses avantages et ses inconvénients, et je voulais en discuter un petit peu dans cette vidéo. Donc j'ai eu des questions, tout ça, pourquoi les scies japonaises, pourquoi pas les scies européennes, et voilà. Donc il y a pas mal de questions qui se posent. Moi je fais de la menuiserie amateur, donc dans mon atelier le dimanche, tout ça, mais j'ai aussi des chantiers un petit peu dans la maison, et on va voir que dans certains cas, et puis aussi je travaille aussi à l'extérieur, dans le jardin, voilà, pour entretenir, etc., même si j'entretiens pas assez, et tout ça, ça fait que j'ai trouvé pas mal de bonnes raisons d'utiliser plutôt les scies japonaises ou plutôt les scies occidentales dans certains cas et pas dans d'autres, etc. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Et avant d'attaquer, petit rappel sur déligner et tronçonner. Tronçonner, j'allais dire, c'est comme quand vous prenez la tronçonneuse, ça veut dire que vous allez couper votre morceau de bois dans ce sens. Avec une scie japonaise ou occidentale, hein, c'est pas la question, mais vous allez le couper dans ce sens. Et pour ce faire, votre scie va avoir des dents qui vont énormément ressembler en fait à la pointe de ce tranchet. C'est-à-dire que de chaque côté de la scie, vous allez avoir alternativement des dents qui vont être orientées comme ça, puis comme ça de l'autre côté. Et ça fait des lames à tronçonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une lame qui est pointue sur le bout, et que vous venez sectionner la fibre de chaque côté. Donc on laisse à l'intérieur de la lame, hein, imaginez que vous avez des dents comme ça de chaque côté, avec des ciseaux, et pour vraiment simplifier énormément les choses, quand vous tronçonnez, c'est comme si vous aviez deux ciseaux, que vous mettez l'un contre l'autre comme ça, et vous allez avancer comme ça. Donc de chaque côté, vous avez la planche du ciseau qui est assez lisse et qui vous laisse l'état de surface le plus correct possible, et à l'intérieur, on hache un peu la fibre, on coupe un peu la fibre, ça crée un peu de sciure, et on enlève cette sciure. Quand on va vouloir déligner, on va être complètement dans l'autre sens, ça veut dire qu'on va vouloir trancher la fibre du bois dans le sens de la fibre, quel que soit le type de scie, la question ne se pose pas, déligner, c'est toujours déligner. Et la forme des dents ne va plus couper avec le côté de la dent comme ça, mais on va venir couper en fait avec une dent en forme de gouge ou de ciseau. Ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que l'affûtage n'est pas du tout pareil, puisqu'au lieu de couper avec le côté de la dent, on va venir couper avec la pointe de la dent qui est aplatie. Et c'est pour ça que quand on va affûter, on va venir affûter perpendiculairement pour tailler en fait ce biseau. Alors qu'on va avoir un angle beaucoup plus prononcé quand on est sur une scie à tronçonner. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment bien avoir en tête, c'est qu'on n'utilise pas les mêmes scies, on n'utilise pas les mêmes lames pour déligner et tronçonner. Même si on va voir après qu'il y a des scies qui ont une lame de chaque côté, qui permettent de faire les deux, mais ça reste pas la même lame, puisque c'est deux dentures complètement différentes. Même si la lame, c'est la même, les dentures sont pas pareilles. Donc, quand on va venir déligner, on a plus une denture en forme de ciseau. Une des conséquences, c'est que l'affûtage est complètement différent. L'autre conséquence, c'est qu'on va enlever des copeaux plus gros, plus que de la sciure, et on va avoir besoin d'avoir une évacuation de ces copeaux qui soit plus conséquente. C'est très important, notamment quand on vient discuter de l'affûtage des lames de scie à ruban.
parce que la lame va assez vite et qu'il faut donc enlever toute cette sciure. Et c'est aussi pour ça que quand on tronçonne les dents, quand on déligne, pardon, les dents sont plus espacées parce qu'on a plus de sciure à évacuer, donc on espace les dents pour laisser la place à cette sciure. À peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce petit rappel, ça c'est très important d'avoir ça en tête. Autre petit rappel assez important, on va parler de l'avoyage très rapidement. Quand vous utilisez une scie, quelle qu'elle soit, il y a ce qu'on appelle un avoyage. Ça veut dire que vous allez avoir les dents de la scie, qui sont donc au niveau de la lame, vous avez des dents, voilà. Et ces dents, si vous passez là les doigts comme ça, vous vous en rendez bien compte, ces dents, en fait, elles sont écartées alternativement d'un côté et de l'autre. On reste dans la limite plastique de l'acier, mais on les écarte un petit peu pour avoir l'endroit où la lame de scie passe, donc vraiment cet endroit-là, qui soit légèrement plus important en largeur que le corps de la lame, pour une raison essentielle, qui est que si vous avez l'endroit où vous coupez qui fait exactement la largeur du corps de la lame, vous allez avoir des frottements sur la lame, puisque vous n'avez pas de jeu, ça va toucher de chaque côté. Vous allez avoir des frottements sur la lame qui vont rendre très difficile, voire impossible, le travail de sciage. Ça, c'est l'avoyage. Ça aussi, c'est important d'avoir cette petite notion avant d'attaquer sur les différences entre les deux types de scie. Après, pourquoi les scies japonaises aujourd'hui sont très à la mode? Pour une raison très simple, c'est qu'elles sont très efficaces dans pas mal de situations. Et l'autre raison aussi, c'est que dès qu'on parle de couper, on a tout de suite cette idée, dès qu'il s'agit d'affûtage, de couper, de trancher, etc., une espèce de culture populaire, que ce soit dans les films ou dans plein de choses comme ça, qui fait qu'on pense tout de suite que voilà, les Japonais sont très forts là-dedans. Et c'est une réalité, les Japonais, dans tout ce qui est affûtage, ils ont une culture de la coupe, on va dire, de la coupe parfaite, qui fait qu'ils sont assez bons là-dedans. Et donc voilà, c'est venu à la mode aussi, je pense par le biais de la mondialisation ou de ce genre de choses. En tout cas, aujourd'hui, il se trouve que les scies japonaises ont la cote et sont très à la mode. Alors, la principale différence entre les scies japonaises et les scies occidentales, elle est simple. La coupe va se faire en poussant, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a cette forme-là à la poignée, puisqu'on va la pousser quand on utilise une scie occidentale. Et quand on utilise une scie japonaise, la coupe va se faire en tirant, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs cette forme-là à la poignée. On peut même la prendre à deux mains, c'est assez pratique. Voilà. Pourquoi est-ce que les Japonais coupent avec les scies en tirant et rabotent avec les rabots également en tirant? Parce que, contrairement à nous qui construisons des établis lourds qui nous permettent de bloquer les pièces et de pousser facilement, eux, ils ont tendance à travailler traditionnellement, j'entends, au sol. Ils sont assis, ou en tailleur, ou à genoux, enfin ça dépend comment ils se mettent. En plus, c'est des positions qui ont des noms là-bas, mais je les connais pas. Et ils vont, traditionnellement encore une fois, souvent caler les pièces de bois avec les pieds. Et dès lors, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile en tirant qu'en poussant. Donc culturellement, ça a donné cet héritage et le fait qu'ils scient et ils rabotent en tirant. Alors cette différence, elle a des conséquences sur la forme des scies, sur l'épaisseur des lames, sur pas mal de choses. Déjà, première chose, à lame à peu près équivalente, si je prends une scie japonaise et une scie occidentale, on va avoir un corps, une épaisseur du corps de lame qui est beaucoup plus importante sur une scie occidentale. Et on va voir pourquoi. Même si les lames vous paraissent pas du tout de la même taille, ça va être à peu près la même utilisation. Là, j'ai un corps de lame qui fait 8/10, on est presque à 1 mm. Alors là, j'ai un corps de lame qui fait 4/10. Donc, la moitié. Alors ça, c'est une conséquence directe sur notre façon de scier, qui est que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous sciez, finalement, toute l'énergie que vous mettez à faire un trait très large, c'est de l'énergie perdue, ça sert à rien. On perd un peu de matière, mais à la limite, sur ces valeurs-là, c'est pas important. Par contre, il faut le pousser, quoi, le trait vachement large. Donc, c'est fatigant. Donc, plus vous allez avoir un corps de lame qui est fin, et plus ça va être pratique pour tirer. Enfin, pour scier, je veux dire, pour faire votre mouvement. Donc déjà, il y a ce point-là. Donc, on est obligé d'avoir un corps de lame qui est plus épais, pour une raison simple, c'est qu'il existe un phénomène qu'on connaît bien quand on scie, c'est ce qu'on appelle le flambage de la lame. C'est-à-dire que quand vous allez scier, notamment en poussant,
parfois votre lame se met un peu de travers dans le bois, et là, bah, hop, vous allez d'un coup faire ce qu'on appelle un flambage. Et le flambage, c'est très simple, hein, c'est juste que bah, quand vous poussez la lame se coince, vous venez en compression, il faut bien que la matière trouve une solution pour prendre moins de place, bon, bah, elle se met en S, comme ça. Tant que vous restez dans la limite élastique et non pas plastique du matériau, il ne se passe rien de grave, vous dites « Ah, je me suis trompé », puis vous repoussez droit et ça se passe bien. Si vous dépassez la limite élastique du matériau, eh ben, la conséquence, elle est très simple, c'est que vous allez voiler votre lame, et que souvent, c'est très difficile, voire impossible à rattraper. On n'a pas du tout ce phénomène avec la scie japonaise, puisque avec la scie japonaise, on tire, et quand on tire, bah, en traction, il ne peut pas vous arriver grand-chose. Ça peut arriver si vous revenez vraiment comme un bourrin, hein, et que vous recoincez votre lame, mais théoriquement, on n'est pas censé le faire. Ça m'est déjà arrivé quand même, hein, j'ai flingué une lame une fois comme ça. La lame de la scie japonaise étant plus fine, en plus, on la flingue plus facilement. Ceci étant dit, vous pouvez avoir des scies qui ont des capacités de coupe très importantes et dont le corps n'est pas très épais, justement à cause du fait qu'on travaille en traction sur la scie japonaise. Donc ça, c'est intéressant, parce que quand on est un peu feignant comme moi, on gagne de l'effort. Voilà. Autre point qui est important, ça je m'en aperçois quand je travaille en extérieur et en hauteur, c'est que quand vous êtes sur une échelle et que vous tirez comme ça, eh ben, c'est beaucoup plus facile que quand vous poussez. Parce que quand vous poussez, vous avez tendance à vous pousser de la pièce, ça décolle l'échelle du support, ou alors il vous faut une main pour vous tenir, etc. Alors que quand vous tirez, vous pouvez quasiment vous servir de votre poids, et vous êtes beaucoup plus stable. Donc quand vous travaillez en hauteur, pour moi, la scie japonaise est beaucoup plus stable. C'est pour ça qu'il y a Silky qui fait des scies de jardinage qui sont quasiment toutes des scies japonaises dans leur concept, même si elles ne sont pas nécessairement fabriquées au Japon. Voilà, et certaines ont même une poignée plus ergonomique que celle-ci, puisque c'est une poignée pistolet, et que donc vous avez une meilleure force en traction. Donc ce problème de l'épaisseur de la lame, c'est quand même un problème qu'on a résolu, nous, Européens, avec ce qu'on appelle tout simplement une scie à dos. Une scie à dos, c'est ça. Donc là, c'est une scie à tenon. Et qu'est-ce qu'on a mis? On a mis un dos, ça c'est le dos de la scie. Donc c'est une pièce en laiton, là, en l'occurrence, qui va rigidifier la lame pour permettre d'avoir une lame qui sera à capacité égale moins épaisse, mais en gardant sa rigidité grâce au dos. Inconvénient de la scie à dos, bah, c'est que quand vous sciez en profondeur, quand vous arrivez à une certaine profondeur, vous êtes bloqué par le dos. Là, en l'occurrence, c'est une scie à tenon. Ça veut dire que théoriquement, avec, je ne peux pas faire de tenon qui soit plus long que ça. Ouais, parce que quand je vais couper dans ma pièce de bois, bah, quand je vais arriver ici, si je vous le mets de l'autre côté, voilà, bah là, j'ai envie de dire, je suis à fond. Et donc, théoriquement, mon tenon, il ne peut pas dépasser ça. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. Donc, pour résoudre ce problème d'épaisseur de la lame, on a mis un dos sur nos scies, nous autres Européens. Sachant quand même que les Japonais aussi ont des scies à dos. C'est le cas des Dozuki. Si vous voulez en souvenir, la Dozuki, c'est une scie qui a un dos. Toujours dans le moyen mnémotechnique, celle-ci, qui coupe que d'un seul côté, un peu comme un sabre japonais, un peu comme un katana, c'est une kataba. Et puis, la dernière, c'est la Ryoba. Il y en existe plein d'autres, avec plein d'autres noms exotiques, mais c'est les trois principales que vous allez utiliser dans l'atelier. En tout cas, si vous fournissez un set de base de scie japonaise, vous allez avoir ces trois scies-là dedans. On va voir les avantages et les inconvénients de chacune. L'avantage de pouvoir avoir des lames très très fines, c'est qu'on peut avoir des coupes également très fines. Voilà. Là, j'ai une lame qui fait 3/10 d'épaisseur, donc on peut avoir des scies qui soient vraiment très fines et faire des coupes très fines. Je vais vous faire une petite démo pour vous montrer. Voilà, donc comme on peut le voir, hein, j'ai un trait de scie qui est vraiment pas gros. Ma mine de critérium de 0,7 passe pas dedans. Hein. Maintenant, si je prends une scie occidentale assez fine,
Voilà, c'est à peu près ce que j'ai de plus fin. Bon, bah, on voit qu'on est déjà sur quelque chose qui fait un peu plus que 0,7, puisque je passe sans problème. On doit avoir un trait de coupe là qui fait 0,8. Là, à mon avis, je suis dans quelque chose du genre 0,5-0,4 mm d'épaisseur. Donc, j'ai une meilleure finesse, on va dire, de la coupe. Donc ça, c'est un des avantages des scies japonaises, c'est que vous avez des scies, vous avez des coupes qui sont très fines. Autre énorme avantage d'une des scies japonaises en particulier, c'est la Ryoba, sur laquelle vous avez une denture à tronçonner d'un côté, donc ça c'est une denture à tronçonner, et à déligner de l'autre. Alors l'avantage de ça, c'est que quand vous allez travailler pour faire par exemple un tenon, bah, vous allez pouvoir alterner facilement, voilà, je tronçonne et hop, je déligne. Donc je vais retourner ma scie, et je garde toujours la même scie et ça va très vite. Alors c'est très très pratique quand vous êtes en extérieur, par exemple sur chantier, et vous êtes en train de faire à la main des assemblages de charpente, vous avez des Ryoba de bonne taille, vous tronçonnez de manière très rapide, vous délignez ensuite de manière tout aussi rapide, avec un seul outil en main ou à la ceinture, vous allez très vite et vous n'avez pas besoin d'avoir 36 scies les unes à côté des autres. Ça vaut ce que ça vaut, c'est un des inconvénients, voilà, que ça peut avoir avec des scies européennes. Alors après, les scies japonaises, le problème qu'il y a, c'est que vous avez des dentures qui sont beaucoup plus fines, avec des formes, notamment dans les scies à tronçonner, qui sont plus complexes, et ça rend les choses très difficiles au niveau de l'affûtage. Très souvent, c'est des dentures trempées, même si traditionnellement, au Japon, enfin la tradition, mais disons la façon de faire générale, veut que la scie est renvoyée pour l'affûtage à l'artisan qui l'a fabriquée. Ce qui, dans notre monde industriel et dans notre monde est un peu soumis à la mondialisation, est quasiment impossible, ou en tout cas très difficile. Donc déjà, ça c'est la première chose, et en tous les cas, si vous voulez affûter vous-même votre scie, ce sera compliqué, alors que une scie comme celle-ci, bah, c'est une scie quand même qui est faite pour être affûtée. Elles sont achetées pour, je veux dire, c'est des aciers qui sont affûtables, et la conséquence de ça, bah, c'est que voilà, si vous avez l'outillage qui va bien, vous pouvez tout à fait envisager d'affûter vous-même vos scies, voire même, et certaines de ces scies, je vous mets les liens dans la description, pour acheter les 6 packs que vous voyez là, et c'est des liens non affiliés. Certaines de ces scies, en fait, sont même vendues pour que vous puissiez les affûter vous-même et customiser votre affûtage en fonction de ce que vous voulez faire. Et c'est même tout à fait possible d'envisager de passer une scie cross-cut à rip-cut, une scie de tronçonnage à une scie de délignage, ou l'inverse. On peut même envisager ce genre de modification. Donc on a plus de latitude quand même dans l'affûtage de nos scies européennes dans des aciers traditionnels. Alors que dès que vous allez avoir des dentures trempées, dites hard point, ou des dentures très très fines sur les scies japonaises, ça va être compliqué. Si vous prenez par exemple cette scie-là, et que vous observez les dents au bout sont un petit peu noircies. Je ne sais pas si on le verra. Donc les dents au bout sont un petit peu noircies, et le fait qu'elles soient noircies, eh ben, ça veut dire que elles ont été électro-durcies, c'est par induction en fait qu'on chauffe l'acier, ça va très très vite, c'est des procédés industriels, et ça fait que ce sont des dentures qui ne sont pas affûtables, ou en tout cas très difficilement affûtables, parce que bon, avec le matériel assez haut de gamme, etc., on peut peut-être les affûter, mais c'est plus de la théorie que de la pratique, et pour le particulier, on va considérer que c'est impossible. Donc vous allez très souvent vous retrouver sur les scies japonaises du commerce avec des dentures dites hard point, ou en tout cas électro-durcies, qui sont difficiles à affûter. C'est la raison pour laquelle vous serez obligé souvent, quand la lame ne coupe plus, de la changer. Voilà, c'est pour ça qu'elles sont amovibles. Et le problème que ça pose, c'est que ça a un coût, et que le coût il n'est pas anodin, parce que sur une scie japonaise, une lame vaut entre la moitié et 2/3 du prix de la scie. Donc bon, on peut quand même légitimement se poser la question de savoir si ça vaut le coup de changer la lame. Dans une optique un petit peu de durabilité de nos outils, on peut quand même se dire que ce serait plus sympathique d'acheter des scies qu'on peut affûter, parce qu'une scie correctement entretenue que vous affûtez vous-même, elle vous fait une vie sans aucun problème. Autre point
qui est tout à fait subjectif en ce qui concerne les scies japonaises. Je trouve que, en raison de la finesse du corps de la lame, c'est plus difficile de guider la scie japonaise que la scie occidentale. Hein, parce que, tout simplement, comme le corps de la lame est plus fin, si avec la main je décide, alors déjà la forme du manche fait quand même que c'est plus compliqué, hein, voilà, un petit peu difficile, mais si je décide de partir sur la droite ou sur la gauche, bah, la lame va se plier, elle va faire un petit peu ce qu'elle a envie, alors que sur une scie occidentale avec le même usage, j'ai quand même une meilleure rigidité, hein, en raison du dos, en raison de la nature de la scie, pour guider ma scie. Et du coup, donc si je veux guider ma scie, c'est plus facile de l'emmener d'un côté ou de l'emmener de l'autre. Vous voyez, je peux faire un petit peu ce que je veux. Alors que là, bah, j'ai beau faire, tout ce que je fais, c'est que je tords la lame, mais ça va pas où je veux. Ça suit un petit peu le fil du bois, et ça fait entre guillemets un peu plus ce que ça veut. En tout cas, moi j'ai cette préférence, hein, pour la scie occidentale. Je trouve que c'est plus facile de rester sur le trait. Alors que la scie japonaise, elle, bah, elle va aller un petit peu plus où elle veut. Même s'il est vrai qu'elle est très efficace, je trouve qu'elle a tendance à partir de gauche ou de droite, et ça m'embête toujours un petit peu. Donc je trouve que la scie occidentale tient mieux le trait que la scie japonaise, ça c'est moi ce que j'en pense. Et quand on fait des assemblages type queue d'aronde, etc., où on veut vraiment être dans un trait très précis, je trouve que c'est mieux une scie occidentale pour cette petite partie-là, en tout cas. Par contre, c'est vrai que sur des petits travaux, l'état de surface qui est laissé par la scie japonaise est souvent assez bluffant. Et les scies occidentales ont tendance parfois à être un peu plus violentes sur ce point-là. Encore une fois, ça c'est mon interprétation. Donc, scie japonaise ou occidentale, bah, ça dépend vraiment des situations, ça dépend aussi de votre façon de voir les choses. Si vous avez une pratique plus occasionnelle, vous pouvez avoir des scies japonaises qui sont vraiment pas chères. Par exemple, si vous prenez celle-ci chez Wolfcraft, bon, c'est de la denture trempée. Vous la trouverez en grande surface de bricolage. Bah, pour vous lancer dans de l'assemblage, vous prenez juste une scie comme celle-là. Voilà, ça coûte pas très cher. Alors oui, c'est du plastique, oui, tout ce qu'on veut. Bon, les lames, vous pouvez en acheter une ou deux de rechange, puisqu'elles se changent. Hein. En tout cas, vous serez toujours plus satisfait qu'avec ce genre de daube que je réserve au chantier où voilà, je suis un peu proche de la ferraille ou de la maçonnerie et que j'ai pas envie de flinguer mes scies. C'est vraiment une jetable pour le coup. Ça doit être marqué Stanley. Donc si vous voulez faire du petit assemblage, un petit peu de précision, etc., bah voilà, vous savez pas, vous n'avez pas envie d'acheter sur internet, etc., prenez ça. Ça m'embête de faire la pub pour ça, mais c'est vrai que c'est un coût qui est très modique. Avec juste une scie, vous faites vos petits assemblages, vous pouvez vous mettre à la queue d'aronde ou à ce genre de choses, ça peut être cool. Voilà. Et après, c'est vrai que ça vous reviendra moins cher de vous équiper en scie japonaise, puisque vous avez des très bonnes scies japonaises à 60 ou 70 €, alors que pour 80-85 € en scie occidentale, on est dans la moyenne gamme du réaffûtable, c'est le prix des packs que moi j'ai, et dès que vous allez passer sur du Lie-Nielsen ou des grandes marques comme ça, vous allez allègrement dépasser les 100, voire 150, voire plus. Du coup, ça revient assez cher. Par contre, l'avantage, c'est que c'est affûtable, et l'inconvénient, c'est qu'il faut savoir les affûter. Du coup, voilà, je vous conseillerais plutôt selon votre vue à long ou à court terme. Et si vous faites du chantier, notamment les scies japonaises, c'est vraiment royal. Au jardin, c'est le top. Pour le bois vert, c'est super. Chez Silky notamment, ils ont vraiment du matériel qui est top pour le bois vert. Je vous mets quelques liens en description parce que acheter des scies japonaises, c'est pas acheter du made in China. Ce sera embêtant quand même d'acheter du japonais qui est fait en Chine. Vous avez un très bon site pour tout ce qui est outils japonais, qui est un importateur
direct du Japon qui s'appelle Osaka Tools. Donc je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez également acheter de très bonnes scies chez Oryu. Je vous mets le lien vers la forge d'Oryu, puisqu'ils commercialisent de très bonnes scies japonaises également. J'ai eu l'occasion de les tester. Et puis ils sont super sympas. Pour les scies, aussi bien japonaises que occidentales, vous trouverez des scies sympathiques chez Dieter Schmidt. Dieter Schmidt, je crois qu'il n'y a pas de T à la fin. Fine Tools. Donc là aussi, je vous mets le lien dans la description. Et enfin, si vous cherchez une bonne marque de scies japonaises et que vous ne voulez pas vous planter, vous avez les Magma qui sont des scies assez réputées au niveau scies japonaises, qui sont de très bonne qualité. Voilà, normalement avec tout ça, vous avez de quoi dépenser un peu d'argent. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Maintenant, il faut que je vous laisse parce qu'il faut que je fasse la miniature de la vidéo. Ah si, ouais. Faut partir maintenant. C'est fini.